À 18 ans, j'ai accepté un travail de baby-sitter pour gagner un peu d'argent. Le lendemain matin, des policiers m'ont tiré du lit. La fille avait dit que je l'avais agressée. J'ai passé des mois en prison avant qu'une caméra cassée et l'enregistrement vidéo d'un voisin ne renversent complètement l'histoire. Salut, Reddit. Je n'aurais jamais pensé me confier ici, mais après tout ce qui s'est passé, j'ai besoin de vider mon sac. Un simple travail de babysitting s'est transformé en les 7 pires mois de ma vie, et pourtant, je suis toujours debout. Je veux que les gens sachent à quelle vitesse les mensonges peuvent détruire quelqu'un et combien il est difficile de se reconstruire une fois que la vérité finit enfin par refaire surface. J'avais 18 ans quand tout a commencé. Première année d'université, fauché et toujours à la recherche de petits boulots faciles. Le babysitting est l'une de ces choses dans lesquelles je suis tombé par hasard. L'amie de ma mère, Madame Miller, avait besoin de quelqu'un un soir et il se trouvait que j'étais libre. Ça s'est bien passé. Les enfants m'aimaient bien et après ça, elle a commencé à m'appeler chaque fois que sa babysitter habituelle se désistait. Ses enfants, Tommy, 7 ans, et Emma, 5 ans, étaient géniaux. Pas de crise de colère, pas de catastrophe, juste 2 petits clowns qui pensaient que j'étais le gars le plus cool du monde parce que je les laissais veiller 20 minutes de plus que l'heure du coucher et que je construisais des tours de Lego qui atteignaient le ventilateur de plafond. Ils m'appelaient « Grand frère Cameron ». Et honnêtement, j'aimais bien ce surnom. Alors, quand Madame Miller a appelé ce soir-là, je n'ai même pas hésité. « Salut, mon grand. Je sais que c'est à la dernière minute, mais ma babysitter a annulé. » « Je ne te demanderai pas si ce n'était pas important, a-t-elle dit au téléphone, l'air affairé. J'ai vérifié mon agenda. Rien d'autre que des révisions pour un contrôle de psychologie le lendemain. Oui, bien sûr, ai-je dit. À quelle heure? De 19h à 21h30. Je te paierai un supplément. Marché conclu. J'ai enfilé un sweat à capuche, attrapé mon sac à dos et je suis parti. Les Miller vivaient dans une confortable maison à 2 étages avec un porche blanc et un de ces drapeaux saisonniers lumineux accrochés près de la porte. Ce soir-là, il était écrit « Bénissez cette maison ». Quand je suis arrivé, les enfants étaient déjà en pyjama, en train de regarder un marathon de dessins animés. Madame Miller était à moitié habillée, les cheveux bouclés, les talons dans une main, se précipitant dans le salon. « Tu me sauves la vie, Cameron », dit-elle en cherchant ses clés dans son sac. « Le dîner est prêt. » Les enfants se sont brossés les dents. Garde les envies jusqu'à mon retour. J'ai ri. Je peux m'en charger. Oh, et Suzanne rentrera peut-être plus tard, ajouta-t-elle, se dirigeant déjà vers la porte. Elle est avec des amis, mais elle a dit qu'elle pourrait passer. Mon estomac s'est un peu noué à ce nom. Suzanne, la fille aînée de Madame Miller, 19 ans, 1 an de plus que moi, mais nous nous étions croisés de nombreuses fois. Elle était compliquée. Suzanne avait cette habitude de flirter avec tout le monde. Mais avec moi, c'était différent, évident, persistant, du genre qui vous fait rire nerveusement et changer de sujet. Elle trouvait des excuses pour m'envoyer des SMS quand je faisais du babysitting. Comment va mon petit frère, ou, besoin de compagnie pendant que les enfants dorment. J'ignorais toujours où je restais poli. Puis, un soir, environ 2 mois auparavant, elle est arrivée pendant que je faisais du babysitting. Elle a dit qu'elle avait juste besoin de parler. Les enfants dormaient, alors j'ai pensé que c'était sans danger. Mais ensuite, elle a dit qu'elle m'aimait bien. Vraiment bien. Et quand je lui ai gentiment dit que je n'étais pas intéressé, elle s'est complètement effondrée. Des larmes, des cris, la crise de nerfs complète. Tu t'en fiches complètement, a-t-elle crié en faisant les 100 pas dans le salon. Tu te crois juste trop bien pour moi parce que tu es à l'université. C'était extrêmement gênant et inconfortable. Je lui ai dit qu'elle réagissait de manière excessive et elle est partie furieuse. Une semaine plus tard, elle a agi comme si de rien n'était. Souriante, décontractée, me complimentant même sur ma coupe de cheveux comme si rien ne s'était passé. Je me souviens avoir pensé que c'était bizarre, mais j'ai mis ça de côté. J'ai supposé qu'elle avait tourné la page. Bref, vers 21h, les enfants étaient à moitié endormis sur le canapé. J'ai d'abord porté Tommy au lit, puis Emma, qui a marmonné quelque chose comme « Bonne nuit, grand frère », avant de s'endormir complètement. J'étais en train de nettoyer les miettes de goûter quand j'ai entendu la porte d'entrée se déverrouiller. Suzanne est entrée. Elle n'a pas dit un mot. Elle est juste restée là, dans l'embrasure de la porte,
à me fixer pendant une seconde. Les mêmes yeux bleus, mais cette fois sans sourire. Juste cette expression étrange et tendue, comme si elle avait pleuré ou était peut-être en colère. « Salut », ai-je dit, en essayant de paraître normal. « Ta mère a dit que tu pourrais rentrer. » Elle n'a pas répondu, est passée devant moi et est montée directement à l'étage. Ses pas étaient lents et lourds, et elle n'a pas regardé en arrière une seule fois. D'accord, ai-je pensé. Mauvaise soirée, peut-être. Pas mes affaires. J'ai fini de nettoyer, puis je me suis assis sur le canapé pour regarder une rediffusion de The Office. À 21h30, des phares ont balayé la fenêtre du salon. Madame Miller était de retour. Elle est entrée, l'air radieuse, bien maquillée, un peu grisée par l'énergie, sinon par l'alcool, avec un large sourire. « Tu es le meilleur, Cameron », dit-elle en posant son sac sur le comptoir. Les enfants ont été sages. « Parfait », ai-je dit. Ils dorment à poings fermés. Elle a sorti de l'argent de son portefeuille et me l'a tendu avec un sourire chaleureux. « Je te suis très reconnaissante. Ne t'en fais pas pour ça. » J'ai attrapé mon sac à dos, dit bonsoir et je suis sorti. L'air était frais, la rue calme, ma voiture était garée sous un lampadaire, et je me souviens avoir pensé à quel point la nuit était paisible. Juste une de ces soirées ordinaires et tranquilles. Je suis rentré chez moi, j'ai pris une douche et j'ai ouvert mon manuel de psychologie. Rien ne semblait étrange ou déplacé. Juste une autre soirée de babysitting, un autre gain facile. Si vous m'aviez demandé à ce moment-là, je vous aurais dit que ce n'était rien de spécial. Aucun signe avant-coureur, aucun moment étrange, juste une maison calme, 2 enfants endormis et un étudiant qui faisait son travail. Mais le lendemain a complètement bouleversé ma vie. Tout a commencé par des coups violents, pas le genre de petits tocs qui vous font penser que quelqu'un dépose un colis. C'étaient des coups lourds et furieux qui faisaient trembler la porte d'entrée. Je me suis retourné dans mon lit, à moitié endormi, pensant que c'était peut-être un livreur ou un collègue de mon père. Puis j'ai entendu ma mère crier mon nom depuis le rez-de-chaussée. « Cameron, descends tout de suite. » Sa voix n'était pas normale. Il y avait de la panique dedans. Je suis sorti du lit en titubant, toujours en pantalon de jogging, les yeux mi-clos. En arrivant en bas des escaliers, je me suis figé. 2 policiers se tenaient dans l'embrasure de notre porte, en uniforme complet, les insignes brillants sous la lumière du matin. Ma mère était pâle. Mon père se tenait derrière elle, les bras croisés, comme s'il supposait déjà que j'avais fait quelque chose de mal. « Cameron L. Carson », a dit l'un des officiers. « Oui. Vous êtes en état d'arrestation. » J'ai même ri pendant une seconde parce que je pensais que ce devait être une erreur. « Attendez, quoi ?» Avant que je puisse demander quoi que ce soit d'autre, l'un d'eux m'a retourné et m'a passé les menottes. Du métal froid, serré. Ma mère a eu un hoquet et a tendu la main vers moi. « Qu'est-ce qui se passe ? » Ce n'est qu'un gamin. L'officier le plus grand a dit quelque chose à propos d'une suspicion d'agression, mais ma tête tournait trop pour que je comprenne chaque mot. J'ai essayé de parler, d'expliquer, mais il n'arrêtait pas de répéter que tout ce que je dirais pourrait être utilisé contre moi. Le visage de mon père est devenu rouge. « Qu'est-ce que tu as foutu ?» a-t-il aboyé. « Je n'ai rien fait », ai-je crié, mais personne n'écoutait. Ils m'ont fait sortir, passant devant les fenêtres des voisins. Les rideaux bougeaient. Je sentais les gens regarder. Mon cœur battait si vite que j'avais à peine le souffle. Je n'avais même jamais été dans une voiture de police auparavant. L'odeur de vinyle et de désinfectant me donnait la nausée. Au poste, ils m'ont d'abord enregistré. Empreinte digitale, photo d'identité judiciaire, toute la routine. Puis ils m'ont mis dans une petite pièce avec une table en métal, 2 chaises et un miroir sans teint. Je n'arrêtais pas d'essayer de comprendre ce qui se passait. Peut-être une confusion. Peut-être que quelqu'un avait utilisé mon nom. Un détective est entré après ce qui a semblé être une heure. La quarantaine, cravate de travers, les yeux fatigués. Il portait un dossier assez épais pour me tordre l'estomac. Il a souri, mais pas d'un air amical. « Détendez-vous, Cameron, dit-il en s'asseyant en face de moi. On veut juste entendre votre version. » J'ai hoché la tête, tremblant toujours. D'accord. À propos de quoi? Il a ouvert le dossier et m'a regardé droit dans les yeux. À propos de ce qui s'est passé hier soir chez Madame Miller. Ma poitrine s'est serrée.
Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Il s'est adossé à sa chaise, feignant la décontraction. Vous faisiez du babysitting. Les enfants sont allés au lit. Suzanne est rentrée vers 20 heures. Ça vous dit quelque chose? Je n'ai pas regardé l'heure, ai-je dit lentement. Mais elle est rentrée peu de temps avant Madame Miller, m'a regardé bizarrement et est montée directement à l'étage. C'est tout. Il a griffonné quelque chose dans son carnet. C'est tout? Oui, je ne lui ai même pas parlé. Il a soupiré comme s'il avait entendu cette réplique 100 fois. Suzanne dit le contraire. Elle dit que quand elle est rentrée, vous l'avez coincée dans la cuisine, que vous l'avez mise mal à l'aise, que vous avez dit des choses qui lui ont fait peur. Je l'ai juste regardée, sans ciller. Quoi? Elle dit aussi que vous avez fait quelque chose et que vous l'avez menacée quand elle a résisté. J'ai ri, vraiment ri, parce que ça semblait insensé. Ça ne s'est pas passé comme ça. Elle est montée directement à l'étage. Je n'ai même pas bougé du salon. Le détective a hoché lentement la tête, faisant semblant de comprendre. Puis il a fait glisser un gobelet en carton rempli d'eau vers moi. Écoutez, je comprends. Parfois, les gens font des erreurs. Si vous admettez quelque chose de mineur, disons que vous vous êtes trop approché, que vous avez peut-être mal interprété un signal. On peut vous aider. Les juges aiment l'honnêteté. C'est là que j'ai compris. Il n'essayait pas de comprendre. Il essayait de me piéger. Je n'ai rien fait, ai-je dit, plus fort cette fois. Sa voix s'est durcie. La version de Suzanne n'a pas changé d'un iota. Êtes-vous sûr de vouloir vous en tenir à ça? J'ai fixé la table. Je sentais la sueur couler dans mon cou. Je dis la vérité. Il s'est penché en avant, chuchotant comme si nous partagions un secret. Le problème avec la vérité, Cameron, c'est qu'elle ne correspond pas toujours aux preuves. Tu es sûr de vouloir continuer à creuser ton propre trou? Quelle preuve? Ai-je lâché sèchement. Elle ment. Il n'a pas répondu. Il s'est simplement levé, a ramassé ses notes et m'a laissé assis là. Quand ils m'ont finalement libéré sous caution ce soir-là, ma mère attendait dans le hall. Son visage était marbré par les larmes. Mon père se tenait à côté d'elle, les bras croisés, la mâchoire serrée. Le trajet du retour s'est fait dans un silence de mort jusqu'à ce que mon père parle. Mais putain, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je n'ai rien fait, ai-je répété. Ma voix s'est brisée, me donnant l'air coupable même à mes propres oreilles. Alors pourquoi dirait-elle ça, a-t-il crié. Pourquoi mentirait-elle? Je ne sais pas. Ma mère s'est retournée depuis le siège passager, les larmes aux yeux. Cameron, dis-nous simplement la vérité, a-t-elle murmuré. C'est la vérité que je vous dis. Nous sommes arrivés dans l'allée. Il a claqué la portière de la voiture si fort que les vitres ont tremblé. Ma mère est restée en arrière, attrapant ma main avant que je puisse entrer. Ses yeux étaient remplis d'une chose que je n'avais pas vue depuis des années. De la peur pure. Je sais que tu n'as pas fait ça, a-t-elle dit doucement. On va arranger ça. Je te le promets. Ces mots étaient la seule chose qui m'empêchait de m'effondrer sur place. Mais les promesses ne valent pas grand-chose quand on vit dans une petite ville. Le temps que nous rentrions à la maison, je pouvais déjà voir des gens sur le trottoir chuchoter, faisant semblant de ne pas regarder. Les nouvelles se répandent vite par ici. Ce soir-là, je me suis assis sur mon lit, fixant mon téléphone, attendant que quelqu'un m'envoie un message, un ami, un camarade de classe, n'importe qui. Personne ne l'a fait. C'est fou à quelle vitesse votre vie peut partir en fumée sans la moindre flamme. J'ai appris ce jour-là que peu importe si vous êtes innocent. Tout ce dont les gens ont besoin, c'est d'une rumeur. À la fin de la semaine, tout le monde était au courant. L'histoire s'est propagée plus vite que tout ce que j'avais jamais vu. Dans une ville aussi petite, les ragots voyagent comme une traînée de poudre. On ne peut pas marcher deux pâtés de maison sans que quelqu'un connaisse vos affaires, et les miennes étaient devenues le seul sujet de conversation. Au début, j'ai essayé de me convaincre que ça se calmerait, que les gens attendraient la vérité. Mais c'était une blague. Les voisins qui me saluaient chaque matin évitaient maintenant mon regard. Madame Kenir, de l'autre côté de la rue, faisait rentrer ses enfants à l'intérieur chaque fois que je passais. Même mon université m'a envoyé un email disant que ma présence serait temporairement suspendue en attendant l'enquête. Celui-là m'a fait le plus mal. J'avais travaillé comme un forcené pour y arriver.
Et d'un coup, on m'enfermait les portes. J'ai essayé d'appeler des gens que je pensais être mes amis. La plupart n'ont pas répondu. Celui qui l'a fait, mon meilleur ami, Jason, a décroché après le 3e appel. « Mec, j'ai entendu », a-t-il dit à voix basse. Enfin, quelqu'un qui pourrait me croire. « Jason, ce n'est pas vrai », ai-je dit. « Tu me connais. Je ne ferai jamais ça. » « Je sais », a-t-il coupé court, puis a baissé la voix. « Mais écoute, toute cette histoire devient moche. Les gens parlent. Mes parents flippent. Je pense juste que c'est peut-être mieux si tu ne m'appelles pas pendant un certain temps. » Je me suis figé. « C'est tout, alors. » Il a soupiré. « Ce n'est pas que je ne te crois pas, mec. C'est juste que je dois penser à ma réputation. Tu sais comment sont les gens. » Cette phrase-là m'a fait l'effet d'un coup de poing. « Je comprends », ai-je dit doucement, même si ce n'était pas le cas. « Prends soin de toi, mec. » Il a raccroché, et c'était fini. Des années d'amitié envolées en un appel de 2 minutes. Après ça, j'ai arrêté de contacter les gens. Il n'y avait plus personne à appeler de toute façon. La tension à la maison s'aggravait de jour en jour. Mon père me parlait à peine, sauf pour aboyer des ordres ou me pousser à admettre que je l'avais fait. Il a commencé à boire plus d'alcool, à faire les 100 pas dans le salon comme s'il essayait d'user le plancher. Une nuit, il a craqué. Il est entré dans ma chambre alors que j'étais assis sur mon lit, à faire défiler de vieux textos pour essayer de me distraire. Son visage était rouge, sa mâchoire serrée. « Je viens de raccrocher avec Marc du travail », a-t-il dit. « Il m'a dit que tout le monde parle de toi, de nous. Tu as fait honte à toute cette famille. » Je me suis levé, essayant de rester calme. « Papa, je n'ai rien fait. » « Alors pourquoi mentirait-elle » a-t-il hurlé en frappant le cadre de la porte de sa main. « Qu'est-ce qu'elle y gagne ? » Je ne sais pas. Peut-être qu'elle est en colère ou... Il m'a coupé. « Tu as toujours une excuse. Tu ne restes plus ici. Fais tes valises. » Je l'ai regardé, attendant que ma mère dise quelque chose. Elle se tenait derrière lui, les mains tremblantes. « Papa, s'il te plaît, » ai-je dit. « Où suis-je censé aller ? » « N'importe où, mais pas ici. » Il s'est retourné et est sorti. Ma mère s'est approchée, les larmes aux yeux. « Il est en colère, Cameron. Il a juste peur. » « Peur de quoi ? Que les gens pensent que son fils est un monstre ? » Elle n'a pas répondu. Elle m'a juste serré dans ses bras. « Viens avec moi », a-t-elle murmuré. Nous sommes sortis vers sa voiture en silence. Elle a conduit sans dire un mot, tournant dans des rues que je ne reconnaissais pas jusqu'à ce que nous arrivions à la lisière de la ville. Là, cachée derrière une rangée de vieux pins, se trouvait une petite maison de plain-pied. La peinture était écaillée, et un volet pendait de travers. « C'était à ma mère », dit-elle doucement en me tendant une clé. Personne n'y a vécu depuis son décès. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à toi pour l'instant. Reste ici jusqu'à ce que les choses se calment. Je ne savais même pas quoi dire. Je voulais protester, lui dire que je ne pouvais pas accepter, mais le regard dans ses yeux disait que ce n'était pas un choix. Elle m'a aidé à porter quelques sacs à l'intérieur. L'endroit sentait la poussière et le vieux bois, les meubles étaient recouverts de draps blancs, le sol grinçait à chaque pas, mais c'était calme, et pour la première fois depuis des jours, je pouvais respirer. Elle a fait le tour pour ouvrir les fenêtres, laissant entrer la lumière. « J'apporterai des courses demain », a-t-elle dit. « Et je vais passer des appels. On trouvera un avocat qui pourra vraiment aider. »« Maman », ai-je dit, la voix brisée. « Tu me crois, n'est-ce pas ?» Elle a arrêté ce qu'elle faisait et m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose de fou. « Bien sûr que je te crois », a-t-elle dit. « Tu es mon fils. C'est moi qui t'ai élevé. » Cela m'a touché plus que tout le reste. Quand elle est partie, je me suis assis sur le vieux canapé et j'ai écouté la maison grincer dans le vent. C'était étrangement paisible, solitaire, mais paisible. La première nuit a été dure. Chaque bruit me faisait sursauter. J'ai à peine dormi, rejouant tout dans ma tête. L'arrestation, les questions, le regard vide de Suzanne ce soir-là. Tout tournait en boucle comme un mauvais rêve dont je ne pouvais pas me réveiller. Le lendemain matin, fidèle à sa parole, maman est arrivée avec des sacs de nourriture, du lait, du pain, de la soupe en conserve.
Elle a aussi apporté un téléphone prépayé bon marché, au cas où. Elle a essayé de sourire, mais ses yeux étaient fatigués. Elle est restée 1 heure, assise principalement à côté de moi pendant que je prenais mon petit déjeuner. Elle ne disait pas grand-chose, juste des petites choses comme « essaie de te reposer » ou « je reviens bientôt ». Je voyais bien qu'elle tenait le coup juste pour moi. Les jours passaient ainsi. Longs, vides, silencieux. Ma mère passait tous les 2 ou 3 jours, regardant toujours par-dessus son épaule avant de frapper. Mon père n'est jamais venu, pas une seule fois. La seule chose qui m'empêchait de m'effondrer complètement était la foi de ma mère en moi. Chaque fois qu'elle me regardait, je la voyais. La conviction que je n'étais pas ce qu'il disait de moi. Et quand le monde m'a tourné le dos, sa voix était la seule qui sonnait encore humaine. Environ 1 mois après mon arrestation, j'ai eu ma première audience au tribunal, une audience préliminaire. Le procès lui-même n'a commencé que quelques mois plus tard. Je me souviens d'être assis dans le couloir du palais de justice ce matin-là, les mains moites. Chaque fois que les portes à 2 battants s'ouvraient, j'entrevoyais des visages, des voisins, d'anciens professeurs, tous là pour regarder. Pas pour la justice, pour le spectacle. Quand ils ont appelé mon nom, j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. La salle d'audience était bondée. Suzanne était assise à la table des témoins avec son avocat, les cheveux soigneusement attachés en arrière, portant un simple pull qui la faisait paraître douce et inoffensive. Je ne l'avais jamais vue aussi calme. Quand elle s'est levée pour témoigner, elle a commencé à pleurer presque immédiatement. De vraies larmes ou une bonne comédie. Je ne savais plus faire la différence. Elle a dit que quand elle était rentrée ce soir-là, je l'attendais dans la cuisine, que je l'avais coincée, bloqué la porte et dit des choses qui l'avaient effrayée au point de ne pas oser crier. Elle a dit qu'elle était restée figée, terrifiée, et qu'elle avait couru à l'étage une fois que j'avais fini. Sa voix se brisait au bon moment. Le jury buvait ses paroles. Puis elle a ajouté la partie qui m'a donné envie de hurler, qu'elle avait cru que je l'aimais bien, mais qu'elle avait ensuite réalisé que je faisais juste semblant d'être gentil pour me rapprocher. La même chose qu'elle avait dite des mois auparavant, complètement retournée. J'ai serré le bord de la table jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Mon avocat, un homme d'âge mûr nommé Franck, qui avait l'air plus épuisé que confiant, a murmuré, ne réagit pas, mais c'était impossible de ne pas le faire. L'entendre réécrire cette nuit, voir tout le monde hocher la tête comme si cela avait un sens parfait me donnait l'impression d'être spectateur de ma propre vie. Puis le défilé a commencé. Des gens au hasard se relayant pour prétendre se souvenir de quelque chose. Une femme de notre quartier a dit, il m'a toujours donné une impression étrange. Un gars que je connaissais à peine du lycée a dit qu'il était trop amical avec les enfants. Même quelqu'un de l'université a mentionné que je semblais renfermé ces derniers temps, comme si être silencieux était un signe de culpabilité. Aucun d'eux n'avait de preuves réelles, juste des sentiments. Des opinions, et les sentiments suffisaient. Quand ce fut notre tour, Franck s'est levé et a dit, « Votre honneur, il y a des raisons de croire qu'il y aurait eu des images de la caméra Ring à l'extérieur de la maison, ce qui pourrait confirmer les déplacements de mon client. » L'ambiance dans la salle a changé. Enfin, quelque chose qui pourrait m'aider. Mais avant qu'il puisse continuer, Madame Miller, qui avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours, a pris la parole. Ses mains tremblaient alors qu'elle parlait. La caméra Ring ne fonctionne plus depuis des semaines, a-t-elle dit doucement. La lentille s'est fissurée après une tempête. Mon mari devait la remplacer, mais il n'a jamais pris le temps de le faire. Mon estomac s'est noué. Le procureur, un type mielleux avec une coupe de cheveux parfaite, a immédiatement sauté sur l'occasion. Comme c'est pratique, a-t-il dit assez fort pour que le jury entende clairement. La seule chose qui aurait pu montrer ce qui s'était réellement passé était cassée. Franck a objecté, mais le juge lui a juste dit de passer à autre chose. C'était donc ça. Pas d'image, pas de preuve, juste ses paroles contre les miennes. Quand j'ai pris la barre, j'ai dit la vérité, chaque détail. Comment Suzanne était rentrée peu avant sa mère, m'avait regardé bizarrement et était montée directement à l'étage. Comment j'étais resté dans le salon tout le temps. Comment Madame Miller était rentrée plus tard et m'avait payé comme si c'était une soirée normale. J'ai essayé de paraître calme, posé, mais chaque fois que je parlais, je sentais les yeux de Suzanne sur moi, vides, froids, comme si elle me mettait au défi de faire une erreur. Le procureur m'a mis en pièces. Alors, vous vous attendez à ce que le jury croie qu'elle a tout inventé, a-t-il dit. Oui.
Pourquoi ferait-elle ça? J'ai hésité. Parce que je l'ai rejetée il y a des mois. Cela a provoqué un brouhaha dans toute la salle d'audience. Suzanne a affiché un visage parfaitement choqué, comme si j'avais dit quelque chose de dégoûtant. Le procureur a souri avec suffisance. Alors maintenant, elle ment à cause d'un amour non partagé. C'est votre version. Je voulais crier. C'est la vérité. Mais ils s'en fichaient. Aucun d'eux ne s'en souciait. Au moment des plaidoiries finales, je savais dans quelle direction ça allait. Le procureur s'est tenu droit et théâtral, parlant de confiance brisée, d'innocence détruite, et du fait que les parents méritent de se sentir en sécurité en laissant leurs enfants à des adultes responsables. Je n'étais plus une personne. J'étais un gros titre. Quand Franck a parlé, sa voix était calme, mais fatiguée. Il a dit qu'il n'y avait aucune preuve matérielle, aucune cohérence dans l'histoire de Suzanne et que tout pointait vers un doute raisonnable. Mais le raisonnable n'avait aucune chance face à une jeune fille de 19 ans enlarmée à une ville qui avait déjà décidé que j'étais coupable. Le jury s'est retiré pour délibérer. Ils sont partis peut-être 1 heure. Même pas assez de temps pour déjeuner. Quand ils sont revenus, ils ne me regardaient pas. Le président du jury s'est levé, s'est raclé la gorge et a prononcé le mot que je n'oublierai jamais. Coupable. Tout est devenu silencieux. Je n'ai pas bougé. Ma mère a laissé échapper un sanglot étouffé derrière moi, comme si elle essayait de ne pas s'effondrer. Mon père s'est levé, le visage rigide, et est sorti tout droit de la salle d'audience sans dire un mot. Il est juste parti. La voix du juge semblait lointaine, comme sous l'eau, alors qu'il lisait la sentence. 4 ans de prison d'État. 4 ans pour quelque chose que je n'avais pas fait. Le prononcé de la peine était fixé à quelques semaines plus tard. Et quand je me suis finalement retrouvé devant lui, il m'a donné les mêmes 4 ans. 1 semaine après, ils m'ont mis dans le bus. Poignets et chevilles enchaînés. Un long trajet à travers nulle part. Le gars à côté de moi n'arrêtait pas de fredonner à voix basse. Chaque secousse de la route faisait cliqueter les chaînes. Quand nous sommes passés par les portes de la prison, c'est le son qui m'a frappé en premier. Des portes en métal qui claquent, des gardiens qui crient, des voix qui résonnent à travers le béton. La première semaine a été un chaos. Le bruit ne s'arrêtait jamais. Des cris, des pas, du métal qui racle du métal. Même le sommeil n'aidait pas. Il n'y avait pas de silence, pas même pour 1 minute. L'air sentait la sueur et l'eau de Javel. À 18 ans, je n'avais aucune idée de comment gérer ça. Les gardiens n'expliquaient pas grand-chose. Ils aboyaient juste des ordres, les mains le long du corps, les yeux droits devant, ne parlaient pas. On apprenait les règles en observant. Et si on en enfreignait une, on le découvrait à la dure. Au 3e jour, les gens savaient déjà pourquoi j'étais là. C'est comme ça en prison. La nouvelle se propage vite. J'étais le babysitter. C'était tout ce que les gens avaient besoin d'entendre avant que les rumeurs ne transforment ça en quelque chose de pire. Et, c'est le babysitter, a marmonné un gars alors que je passais dans la file du déjeuner. Un autre a ricané, tenez-le à l'écart des nouveaux. J'ai essayé d'ignorer, mais on ne peut pas se cacher dans un endroit où tout le monde est piégé ensemble. La première bagarre est arrivée de nulle part. J'étais au réfectoire, plateau à la main, quand quelqu'un m'a heurté l'épaule assez fort pour renverser ma nourriture. Je me suis retourné, prêt à m'excuser, mais le gars a juste souri avec mépris. Fais attention où tu vas, babysitter. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il m'a repoussé. Puis le coup de poing est parti, en plein visage. Ma vision est devenue blanche. Je suis tombé et le plateau a cliqueté sur le sol. Les gardiens n'ont pas bougé. Ils ont regardé. L'un d'eux a même souri. Je me suis relevé, saignant, étourdi et humilié. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un seul œil. Quelques jours plus tard, c'est arrivé de nouveau, cette fois dans la cour. 2 gars m'ont encerclé, m'insultant. J'ai essayé de m'éloigner, mais l'un d'eux a attrapé ma chemise. « Tu te crois meilleur que nous ?» a-t-il dit avant de me plaquer contre la clôture. La seconde d'après, j'étais inconscient. Je me suis réveillé à l'infirmerie avec une lèvre fendue et un œil enflé. L'infirmière n'a pas posé de questions. Elle m'a donné des analgésiques et m'a dit de sortir. Après ça, j'ai réalisé que j'étais seul. Puis est arrivé Rudy. Il était plus âgé, peut-être la fin de la quarantaine,
avec du gris dans sa barbe et une façon calme de se déplacer qui ne cadrait pas avec le chaos environnant. La première fois que je l'ai rencontré, j'essayais de faire partir du sang de ma chemise de la dernière bagarre. « Si tu continues comme ça, tu ne feras qu'agrandir la tâche », a-t-il dit sans lever les yeux. Je n'ai pas répondu. J'essayais encore de savoir s'il se moquait de moi. Il m'a finalement regardé et a dit « Détends-toi, gamin. Je ne suis pas là pour te sauter dessus. » C'est comme ça que ça a commencé. Lentement, simplement. Il ne m'a pas posé de questions sur mon affaire, et je ne lui ai pas posé de questions sur la sienne. Nous travaillions juste côte à côte. Au bout d'un moment, il a commencé à me donner de petits conseils. « Fais profil bas », a-t-il dit un jour. « Ne parle pas trop. Ne parle pas trop peu. Et quoi qu'il arrive, ne réagis pas aux rumeurs. » Je lui ai demandé depuis combien de temps il était à l'intérieur. Il a haussé les épaules. Trop longtemps. Finalement, j'ai découvert qu'il se battait contre sa propre condamnation depuis des années. Il disait que le système l'avait broyé et oublié. Les avocats commis d'office ne défendent pas. Ils font juste circuler du papier, m'a-t-il dit une fois. Tu veux survivre ici? Tu dois te souvenir de qui tu es, pas de ce qu'ils disent que tu es. Rudy est devenu la seule personne en qui j'avais confiance dans cet endroit. Un après-midi, il m'a vu regarder dans le vide pendant le travail. Tu penses à comment c'était avant, n'est-ce pas? Il a dit, tout le monde fait ça au début. J'ai hoché la tête. Il a soupiré. Arrête. C'est le passé. C'est fini. Tu ne peux pas survivre ici en vivant là-bas. Ça m'a frappé fort parce qu'il avait raison. Quelques semaines plus tard, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Rudy allait être transféré. Autre établissement, autre état. Il n'avait pas l'air surpris. Il te déplace quand tu commences à être trop à l'aise, a-t-il dit. Le jour de son départ, il m'a tendu un petit morceau de papier plié, sans rien d'écrit dessus, et a dit une seule phrase à voix haute. Ne laisse pas la vérité mourir juste parce qu'ils t'ont enterré. C'est tout. Il m'a fait un signe de tête, s'est mis en ligne avec les autres, et il est parti. Pendant des semaines après ça, j'ai continué à entendre sa voix dans ma tête chaque fois que je voulais abandonner. J'ai commencé à suivre ses conseils. Chaque nuit, j'écrivais dans un carnet que ma mère m'avait envoyé, notant chaque détail dont je pouvais me souvenir de cette nuit chez les Miller. Les heures, les mots, les sons, tout. Je ne savais pas si ça servirait un jour, mais ça me donnait l'impression de me battre encore. La vie n'est pas devenue plus facile, mais je suis devenu plus dur. Les bleus se sont estompés. Les regards, non. Mais j'ai appris quelque chose dans cet endroit. Ils pouvaient enfermer mon corps, me battre, m'insulter, mais la vérité était toujours la mienne. Et grâce à Rudy, je n'allais pas les laisser l'enterrer. 7 mois. C'est le temps que je suis resté enfermé avant que tout ne change. 7 mois de murs en béton, de portes en acier et de nuits où je fixais le plafond en me demandant si la vérité compterait un jour à nouveau. Puis, un après-midi, un gardien est venu à ma cellule. « Carson, visiteur », a-t-il dit. Je pensais que c'était encore ma mère. Elle venait me voir toutes les 2 semaines, comme une horloge. Mais quand je suis entré dans la petite salle de visite, elle était assise à côté d'un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Il avait l'air vif. Un costume, des dossiers empilés proprement devant lui et un air calme mais déterminé. « Cameron », a dit ma mère en se levant pour me serrer dans ses bras. C'est Eric Wallace. C'est ton nouvel avocat. Eric s'est levé et m'a serré la main. J'ai examiné votre dossier, a-t-il dit. Et pour être franc, c'est un gâchis. Vous avez été abandonné par votre dernier avocat, par les flics, par le système. Je n'ai pas l'intention de laisser ça continuer. Je me suis assis, encore abasourdi. Pourquoi maintenant? Pourquoi quelqu'un s'en soucierait? Il a jeté un coup d'œil à ma mère. Parce qu'elle n'a pas cessé de se battre. Elle m'a appelé 3 fois par semaine jusqu'à ce que je dise oui. Ma mère a souri faiblement, les yeux brillants. Eric a ouvert un dossier. Je refais l'enquête depuis le début. Tout. Et je pense que nous avons quelque chose. Il m'a parlé d'un voisin, un homme nommé Monsieur Long, qui vivait derrière la maison des Miller. Il était à l'étranger depuis des mois au moment du procès. Monsieur Long utilisait une caméra sur abonnement cloud qui stockait automatiquement des mois d'images, donc rien n'avait été effacé pendant son absence.
Apparemment, avant de partir, il avait installé une nouvelle caméra de sécurité faisant face à son allée. Ce que personne n'avait réalisé, c'est que le bord de l'image captait le Porsche avant des Miller et une partie de leur allée. Mon cœur s'est emballé. Tout ce qui compte. Quelques jours plus tard, Eric est revenu avec un ordinateur portable. Dans une petite salle de réunion, il a lu la vidéo. L'horodatage indiquait 21h24, pas 20h comme Suzanne l'avait déclaré. La vidéo montrait Suzanne remontant l'allée seule, envoyant des textos sur son téléphone, aussi calme que possible. Personne ne la suivait. Pas d'hésitation, pas de détresse. Puis vers 21h32, la voiture de Madame Miller est arrivée. Quelques minutes plus tard, je suis sorti. Sac à dos sur l'épaule, marchant normalement vers ma voiture. Pas de cris, pas de course, rien d'étrange. Eric a mis sur pause. Toute son histoire selon laquelle vous l'avez coincée à 20h et qu'elle s'est enfuie à l'étage, terrifiée, est impossible. Elle n'était même pas encore à la maison. Ma mère a couvert sa bouche de ses deux mains. Je le savais, a-t-elle murmuré. Mais Eric n'avait pas fini. Nous avons aussi obtenu les relevés de connexion Internet. La domotique des Miller synchronisait automatiquement les données de son routeur avec leur compte Google, et il montre son téléphone se connectant à 21h25 et le vôtre se déconnectant à 21h35. Cela correspond parfaitement à ces images. Alors que j'étais assis là, à regarder l'image figée sur l'écran, la preuve que j'avais réclamée pendant des mois, Eric m'a regardé sérieusement. Nous déposons une requête en annulation. Mais cette fois, je ne les laisserai rien déformer. 2 semaines plus tard, j'étais de retour au tribunal. Pas d'uniforme de prisonnier cette fois, juste une chemise simple et l'espoir de ma mère qui me tenait droit. Suzanne était assise de l'autre côté de la salle avec son avocat, l'air pâle. Madame Miller était là aussi, évitant mon regard. Eric a tout présenté, les images, les registres, les incohérences dans le témoignage de Suzanne. Puis il a fait quelque chose qui a pris tout le monde au dépourvu. Il a appelé Madame Miller à la barre. Elle a hésité, regardant tour à tour Suzanne et le juge. Madame Miller, commença doucement Eric. Le soir de l'incident, votre fille vous a-t-elle semblé en détresse à votre retour? Elle s'est agitée sur son siège. Non, elle était dans sa chambre, silencieuse. J'ai supposé qu'elle dormait. Donc, elle ne vous a rien dit à propos d'une agression ce soir-là? Non, dit-elle, la voix tremblante. Pas avant le lendemain matin. Eric a hoché lentement la tête. Et quand elle vous l'a dit, est-ce que quelque chose dans son comportement vous a semblé étrange? Elle a de nouveau hésité. Elle semblait en colère, plus qu'effrayée. Eric a marqué une pause, puis s'est tourné vers le juge. Donc, pour être clair, la victime présumée n'a montré aucun signe de détresse, n'a fait aucun signalement immédiat, et a donné une chronologie qui contredit directement les preuves matérielles. Le procureur a tenté de s'opposer, mais le juge l'a laissé continuer. Eric a de nouveau affiché les images. Voici Suzanne qui rentre chez elle, calme, seule à 21h24. Voici Madame Miller qui arrive à 21h32. Et quelques minutes plus tard, mon client part. Il n'y a pas de confrontation, pas de panique, aucune preuve de peur. Quand Suzanne a repris la barre, elle a essayé de garder son sang-froid. Mais quand Eric a demandé pourquoi sa chronologie ne correspondait pas aux images, elle s'est figée. J'ai dû me tromper d'heure, a-t-elle balbutié. Vous vous êtes trompé d'une heure entière, a dit calmement Eric. Où avez-vous menti? Des larmes ont rempli ses yeux. Je ne voulais pas que ça arrive, a-t-elle murmuré. Eric s'est avancé. Alors pourquoi l'avez-vous dit? Sa voix s'est brisée. Parce qu'il m'a humilié. Il m'a rejeté. M'a fait me sentir stupide. Je voulais juste qu'il fasse attention à moi. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. La salle d'audience est devenue complètement silencieuse. Ma mère a commencé à pleurer doucement. Le juge avait l'air furieux. Admettez-vous que votre témoignage était faux? Suzanne a hoché la tête, sanglotant. Oui. La voix du juge est devenue tranchante. Alors ce tribunal annule la condamnation contre Cameron L. Carson. Vous êtes placé en détention pendant que le procureur engage des poursuites pour parjure. Je n'ai même pas bougé. Pendant 7 mois, j'avais rêvé d'entendre ces mots. Et quand ils sont finalement arrivés, mon esprit s'est vidé.
Ils m'ont enlevé les menottes sur le champ. Ma mère s'est précipitée en avant, me serrant si fort que je ne pouvais plus respirer. Tu es libre, n'arrêtait-elle pas de dire. Tu es libre. Mon père était là aussi, debout près du fond, le visage de pierre. Il n'a pas dit un mot, s'est juste retourné et est sorti avant que quiconque puisse l'arrêter. Dehors, le ciel semblait plus lumineux que dans mes souvenirs. L'air semblait plus léger, réel. La liberté ne ressemblait pas à la justice. C'était comme remonter enfin à la surface après avoir été maintenu sous l'eau trop longtemps. Et pour la première fois depuis des mois, la vérité n'était plus enterrée. Mais ce n'est pas parce que j'étais libre que c'était fini. Au cours de l'année suivante, Eric et moi nous sommes battus dans l'affaire civile. Quelques mois plus tard, il m'a appelé avec des nouvelles. Ils essaient de régler à l'amiable, a-t-il dit. Régler à l'amiable, ai-je demandé. L'avocat de Suzanne propose un dédommagement. Ils veulent que vous signiez un accord de non-divulgation et que vous passiez à autre chose discrètement. Je ne l'ai même pas laissé finir. Non, ai-je dit. Non, l'ai-je coupé. Ils ont traîné mon nom dans la boue. Je ne vais pas cacher la vérité juste pour qu'elle sauve la face. Il a souri un peu. J'espérais que vous diriez ça. Près d'un an plus tard, l'affaire est finalement arrivée au tribunal. Cette fois, ce n'était pas moi qui étais assis là, effrayé. C'était elle. Suzanne est arrivée vêtue d'un tailleur noir et de fausses larmes, agissant comme si elle était toujours celle qui avait été blessée. Elle a même dit au juge qu'Internet avait rendu sa vie misérable depuis que la vérité avait éclaté. Eric est resté calme, méthodique. Il n'a ni argumenté ni crié. Il a simplement exposé les mêmes faits, les images, les registres du routeur, ses aveux. Puis il lui a posé une simple question. Avez-vous, oui ou non, fait un faux rapport de police contre mon client? La voix de Suzanne s'est brisée. Oui. Et ce rapport a-t-il conduit à son emprisonnement? Elle a hoché la tête, fixant le sol. C'était tout. Pas de discours dramatique, pas de plaidoirie sophistiquée. Juste la vérité, là, visible de tous. Quand le verdict est tombé, j'ai gagné. Dommages et intérêts accordés. Ce n'était pas pour l'argent. C'était pour que tout le monde sache enfin que je n'étais pas le monstre qu'elle avait fait de moi. Pour une fois, les gens ont arrêté de chuchoter quand j'entrais dans un magasin. Certains se sont même excusés. Des professeurs, des voisins, des gens qui m'avaient regardé comme si j'étais de la saleté quelques mois plus tôt. Je n'ai pas dit grand-chose en retour. On ne peut pas effacer 7 mois d'enfer avec des excuses. Mon père ne s'est pas présenté au tribunal. Le bruit a couru que les gens en ville commençaient à se moquer de lui, disant qu'il avait renié son propre fils pour rien. Il n'a pas pu le supporter. En un mois, ma mère a demandé le divorce. Elle lui a dit droit dans les yeux qu'elle ne lui pardonnerait jamais d'avoir choisi les ragots plutôt que le sang. Elle a commencé à rester dans l'ancienne maison de ma grand-mère, celle qu'elle m'avait donnée quand il m'avait mis à la porte. Certains soirs, nous restions juste assis dehors, en silence, à dîner dans des assiettes en carton. Elle me disait qu'elle était fière. Et je lui disais que je n'aurais pas pu y arriver sans elle. Je suis resté dans cette maison. Je l'ai retapée petit à petit. J'ai réparé les murs, le toit qui fuyait, j'ai nettoyé le vieux garage. Travailler de mes mains me faisait du bien, c'était simple, réel. J'ai commencé à acheter des voitures en panne, à les réparer, à en vendre quelques-unes. Certains jours, je travaillais de l'aube à minuit, couvert de graisse et de sueur, et je me sentais mieux que tout ce que j'avais fait auparavant. Parfois, je me surprenais à penser à Rudy, le vieux détenu qui m'avait appris à survivre. Ces mots résonnaient dans ma tête chaque fois que je me sentais perdu. Ne laisse pas la vérité mourir juste parce qu'ils t'ont enterré. Il avait raison. Ces 7 mois étaient partis pour toujours, volés par un mensonge. Mais maintenant, ce mensonge était mort, enterré pour de bon cette fois, et la vérité lui avait finalement survécu. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus et de meilleures histoires. Merci.